j'ai entendu mon père dire à mon frère, « Ta sœur? Elle ne vaut rien, elle est finie. » J'ai regardé maman. Elle a juste souri. Cette nuit-là, j'ai transféré chaque dollar que j'avais. Je m'appelle Nathalie Cooper. J'ai 38 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, c'est moi qui ai maintenu ma famille unie. Celle sur qui il s'appuyait, celle qu'il prenait pour acquise. Mais tout a commencé par un appel téléphonique de ma jeune sœur, Harper. Sa voix semblait douce, presque trop douce, comme une fine couche de sucre enrobant quelque chose d'aimé. Derrière cette douceur, je pouvais entendre le poison. Elle voulait que je paie pour sa somptueuse fête de Thanksgiving. Pas une petite réunion de famille, non. Un grand événement coûteux dans un restaurant chic au bord du lac. Tout cela au nom de la famille, disait-elle. Avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Laissez un commentaire. Depuis où nous regardez-vous? Elle n'a pas hésité à utiliser tous ces trucs, tous les leviers émotionnels qu'elle me savait posséder. Noah et Grace méritent d'avoir des souvenirs comme les autres enfants. Nathalie, commença-t-elle. Sa voix était un mélange soigneusement construit de gémissements et d'exigences, un ton qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Ne les laisse pas se sentir malheureux juste parce que tu es une mère célibataire. Mon souffle se coupa dans ma gorge, un hoquet sec et douloureux. Noah et Grace, mes enfants, tout mon univers. Ils étaient juste là, dans le salon, en train de construire une tour de blocs de travers sur le tapis usé. Leurs oreilles innocentes, comme de petites éponges, captaient des morceaux de la conversation. J'ai vu Noah, mon petit homme sérieux de 7 ans, lever les yeux, ses grands yeux bleus curieux. Grace, 5 ans et débordante d'émotion, serra un peu plus fort sa poupée de princesse usée, la princesse Sparkle. La culpabilité fut immédiate et étouffante. Un manteau familier que Harper adorait m'envelopper. De la dinde, marmonna Noah, sa voix petite mais assez claire pour traverser la pièce. Grace, ne voulant jamais être en reste, intervint avec une voix pleine d'espoir, et des robes de princesse, maman? Est-ce qu'il y aura des robes de princesse? Mon cœur ne s'est pas seulement serré, j'ai eu l'impression qu'un poing froid et implacable le pressait. C'était toujours ainsi quand il s'agissait d'eux. Harper le savait. Elle savait que mon amour pour eux était ma plus grande strength et ma faiblesse la plus exploitable. Elle savait que je marcherais sur le feu pour les protéger, pour leur donner une vie remplie de joie, même si cela signifiait sacrifier des morceaux de la mienne. Elle savait que j'avalerais ma fierté, ma douleur et ma fatigue profonde pour avoir la chance de les voir sourire. C'est juste que... C'est beaucoup d'argent, Harper, dis-je en tournant le dos aux enfants et en marchant vers la petite cuisine, m'efforçant de garder une voix stable. Je m'appuyais contre le comptoir, fixant la petite pile soignée de factures en attente du jour de paie, la facture d'électricité, avec son avertissement rouge vif de retard de paiement, l'avis de l'école de Noah concernant les frais de la prochaine sortie scolaire. Le relevé de carte de crédit dont je ne réussissais à payer que le minimum. Mon emploi d'assistante juridique était stable, une bénédiction que je ne prenais jamais pour acquise. Mais ce n'était pas une mine d'or. C'était un exercice d'équilibriste chaque mois. Un équilibre fragile entre le loyer, la garderie, les courses et les 100 autres petites dépenses liées à l'éducation de 2 enfants seuls. Oh, s'il te plaît, Nathalie, ricana-t-elle. Un petit rire teinté d'un mépris familier et dédaigneux. Ne sois pas si dramatique. Tu as toujours de l'argent pour tes causes. Tu te souviens de ce don que tu as fait au refuge pour animaux? C'est la famille, Nathalie. Ta propre famille. Ne penses-tu pas que maman et papa méritent un beau Thanksgiving pour une fois? Ils ont eu une année si stressante. Ces mots étaient conçus pour me faire culpabiliser. Les 10 $ que j'avais donnés au refuge le mois dernier, un petit geste qui m'avait fait du bien, étaient maintenant utilisés comme une arme. Son évocation de nos parents était un autre coup calculé. Leur année stressante consistait en un désaccord avec leurs voisins au sujet du nez et un voyage annulé en Floride. Pendant ce temps, je jonglais avec un emploi à temps plein, 2 enfants, un robinet qui fuyait que je ne pouvais pas me permettre de faire réparer, et la solitude écrasante qui s'insinuait parfois tard dans la nuit. Et tu ne penses pas que je mérite une pause, poursuivit-elle, la voix montante d'apitoiement sur elle-même. Je travaille si dur pour tout planifier, pour essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est épuisant. La version de Harper du travail acharné était à des années-lumière de la mienne.
cela consistait à concevoir des graphismes pour sa petite boutique en ligne qui dégageait rarement des bénéfices, et à passer des heures à soigner son image sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse au style de vie glamour et insouciant. Mon travail acharné impliquait des matins brumeux, les trajets pour la garderie, 8 heures à déchiffrer des documents juridiques, des courses précipitées au supermarché, l'aide aux devoirs, l'heure du bain et l'effondrement dans mon lit bien après l'endormissement de mes enfants. C'était moi qui intervenais toujours, qui payait la différence pour son assurance auto, qui réglait les problèmes familiaux auxquels personne d'autre ne voulait toucher. J'ai déjà dit à tout le monde que c'était au Lakeview Lodge, annonça-t-elle, poussant son avantage, sachant que je détestais voir quiconque embarrassé publiquement. Les invitations sont parties. Tout le monde est tellement excité. Tante Carole, oncle Ben, et même la cousine Sarah prend l'avion depuis la Californie. Ça va être énorme. On parle d'un dîner assis à 4 plats, d'un trio de jazz en direct, d'un photographe professionnel, la totale. Un trio de jazz, un photographe. Ma tête tournait devant l'absurdité de la chose. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une réception de mariage pour Thanksgiving. Mon budget ne criait pas seulement de protestation, il agitait un drapeau blanc de capitulation. Mon bon sens criait encore plus fort, c'était un suicide financier. Harper, cela semble incroyablement cher, dis-je, la voix tendue. C'était une dernière tentative désespérée de raisonner. Pourquoi ne ferions-nous pas simplement un repas partage chez maman et papa? C'est plus chaleureux et chacun pourrait apporter quelque chose. Les enfants adorent courir dans leur jardin. Non. Sa voix se fit tranchante, le vernis de douceur se fissurant pour révéler l'acier sous-jacent. Absolument pas. Nous avons fait cela l'année dernière et c'était un désastre complet. Tu te souviens du gratin de haricots verts de tante Carole? C'était immangeable. Et oncle Ben a renversé du vin rouge sur le nouveau tapis beige de maman. Il faut que ce soit professionnel, élégant, sophistiqué. Puis sa voix s'adoucit à nouveau, revenant à son arme la plus puissante, pour les enfants, Nathalie, pense aux souvenirs qu'ils auront. Une belle fête au bord du lac. C'est pour eux. Elle revenait toujours aux enfants. Noah et Grace, qui étaient entrés à pas feutrés dans la cuisine, leur tour de bloc oublié. Ils se tenaient là, les yeux grands ouverts, buvant chaque parole. Ils ne comprenaient pas les nuances des difficultés financières ni les courants amers des manipulations familiales. Ils entendaient juste Thanksgiving, fête, lac, et dans le cas de Grace, la promesse tacite de robe de princesse. Je regardais leurs visages pleins d'espoir tournés vers moi. Comment pouvais-je dire non? Comment pouvais-je leur dire que leur propre tante, leur propre famille, utilisaient leur joie enfantine comme monnaie d'échange? Comment expliquer que le prix de ce souvenir parfait était la tranquillité d'esprit de leur maman pour les 6 prochains mois? Je ne pouvais pas, car ils verraient mon refus non pas comme une défense de ma propre dignité, mais comme un refus de leur bonheur. Et c'était un fardeau que je ne pouvais pas supporter. Un soupir m'échappa, lourd d'années de résignation. C'était le bruit d'une bataille perdue avant même d'avoir commencé. D'accord, Harper, finis-je par dire, la voix réduite à un murmure. D'accord, je vais payer. Un sourire triomphant, presque joyeux, vibra pratiquement à travers la ligne téléphonique. Oh, Nathalie, tu es la meilleure. Je savais que tu comprendrais. Je t'envoie les factures. Ce sera le meilleur Thanksgiving de tous les temps, pour la famille, pour les enfants. Elle énuméra une liste de choses pour lesquelles elle avait besoin que je transfère de l'argent immédiatement, le dépôt de $500 pour la salle, l'acompte du traiteur, les frais de réservation pour le trio de jazz, et même un prêt de $200 pour une nouvelle robe pour elle-même. Je ne peux pas me présenter l'ermiteux, n'est-ce pas, avait-elle gazouillé, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie partagée. Je raccrochai le téléphone, me sentant vidé, l'ombre de moi-même. Les enfants, inconscients de la guerre silencieuse qui venait de se jouer au-dessus de leur tête, se lancèrent immédiatement dans un bavardage enthousiaste sur ce qu'ils allaient porter. Grace dessinait déjà sa robe de princesse dans l'air avec ses doigts. Noah voulait juste savoir s'il y aurait du râpe de purée et de sauce. Je forçai un sourire, leur promettant tout. Je m'agenouillai et les serrai fort contre moi, enfouissant mon visage dans leurs cheveux, respirant leur odeur, mes 2 parfaites et magnifiques raisons d'endurer tout cela. À l'intérieur, une douleur familière s'installa dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de ma valeur. Ma valeur, aux yeux de ma famille, était directement proportionnelle à ce que je pouvais fournir.
Mon rôle était d'être la bienfaitrice silencieuse et souriante, celle qui absorbait le coût financier et émotionnel pour maintenir leur illusion d'une famille parfaite et heureuse. Et pour mes enfants, je continuerai à jouer ce rôle. Mais le ressentiment, un nœud amer et froid au creux de mon estomac, se resserra un peu plus, se rapprochant de son point de rupture. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de fatigue. Je devins une machine alimentée par le café et l'amour protecteur féroce que j'avais pour mes enfants. Je fis toutes les heures supplémentaires possibles au cabinet d'avocat, restant tard pour organiser les dossiers et préparer les pièces de communication, les yeux brûlants sous la lumière crue des néons à force de fixer l'écran de l'ordinateur. Mon patron, Monsieur Henderson, un homme plus âgé et bienveillant, remarqua ma fatigue. « Vous brûlez la chandelle par les deux bouts, Nathalie ?» demanda-t-il en posant une tasse de café sur mon bureau. Je me contentais de sourire et de bredouiller quelque chose sur le fait de mettre de l'argent de côté pour des vacances spéciales pour les enfants. Il hocha la tête, satisfait, et ce mensonge eut un goût de cendre dans ma bouche. Quand je rentrais chez moi, bien après le coucher du soleil, la deuxième partie de ma journée commençait. After having tucked Noah and Grace in, read them stories until their brain fell into the sweet rhythm of sleep, I pulled out my laptop. Je prenais des travaux de transcription en freelance, tapant des heures d'entretiens enregistrés et de groupes de discussion pour une entreprise de marketing. Mes doigts volaient sur le clavier, le cliquetis rythmique étant le seul son dans la maison silencieuse. 1h du matin devenait 2h, et les chiffres de mon compte bancaire commençaient lentement, douloureusement, à remonter du précipice où Harper les avait précipités. Je coupais dans toutes les dépenses possibles de ma propre vie. Je mangeais du pain grillé pour le dîner. Je parcourais à pied les 20 pâtés de maison jusqu'au travail au lieu de prendre le bus, économisant ainsi le ticket. Je vis une paire de bottes dans la vitrine d'un magasin, les miennes étaient si usées que la semelle commençait à se décoller et je continuais mon chemin, l'image des visages joyeux de mes enfants à Thanksgiving me servant de bouclier contre mes propres besoins. Chaque dollar économisé, chaque dollar gagné était pour eux. Pour cette journée parfaite, leur enthousiasme était une source constante de joie qui à la fois me réchauffait le cœur et le brisait un peu plus chaque jour. Noah dessina un dindon portant un chapeau de pèlerin et le scotcha sur le frigo. Grace insistait pour s'exercer à sa révérence de princesse chaque soir. Le point central de son enthousiasme était une robe de princesse d'occasion que j'avais trouvée sur un site de vente en ligne. Elle était d'un beau rose pâle, mais elle avait une petite déchirure dans la jupe en tulle et il manquait quelques perles en plastique sur le corsage. Je passais 2 nuits, une fois mon travail de transcription terminé, à réparer minutieusement la déchirure avec un fil si fin qu'il en était presque invisible, et à coudre de nouvelles perles achetées dans un magasin de loisirs créatifs. À mesure que je travaillais, ma propre fatigue s'effaçait, remplacée par un amour profond et gratifiant. J'imaginais le visage de Grace en la découvrant, réparé et magnifique. Cette robe, cet acte d'amour semblait plus réel et significatif que tout l'argent que je versais pour la fête extravagante de Harper. J'essayais de maintenir des relations positives avec ma famille. J'envoyais par SMS à ma mère une photo de la robe réparée. Sa réponse fut un seul mot, joli. J'essayais d'ignorer la blessure. Harper m'envoyait des SMS sporadiques et exigeants, le fleuriste a besoin de $50 de plus pour les centres de table. As-tu payé la facture finale du photographe? Je payais tout, transférant l'argent sans commentaire, mon compte d'épargne fondant à nouveau pour atteindre presque zéro. Puis, à seulement 3 jours de Thanksgiving, le message arriva. Je venais de terminer mon travail de transcription pour la nuit. Il était presque minuit. Les enfants dormaient. La maison était calme. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de tisane à la camomille, un rare moment de paix. Je ressentais un léger sentiment d'accomplissement. J'avais réussi. J'avais rassemblé l'argent. Les sacrifices en vaudraient la peine pour voir les visages de mes enfants s'illuminer. Une notification de mail retentit sur mon ordinateur. C'était de Harper. L'objet était d'une simplicité trompeuse, plan pour Thanksgiving. J'ouvris le message, un léger sourire aux lèvres. Je m'attendais à une confirmation finale de l'heure, peut-être à un plan de table, ou peut-être, juste peut-être, à un mot de remerciement. Ce que je lus à la place fut comme un coup physique à l'estomac. L'air fut coupé de mes poumons. Ma poitrine se glaça, la chaleur de la tisane s'évaporant dans un froid polaire qui se propagea dans tout mon corps. L'email de Harper disait « Salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je t'écris au sujet de la fête de Thanksgiving. Après mûre réflexion et discussion avec maman et papa,
nous avons décidé qu'il valait mieux que tu ne viennes pas. Ta présence gâcherait malheureusement la fête. Certains parents, comme tu le sais, ont des valeurs traditionnelles. Ils ne se sentent pas à l'aise avec le fait que tu sois mère célibataire. Ce n'est rien de personnel, bien sûr, mais la réputation de la famille est très importante pour nous, et nous devons présenter un front uni et sain. C'est une situation délicate, et nous ne pouvons tout simplement courir aucun risque de gêne, surtout avec la présence des Smiths. Noah et Grace sont toutefois absolument les bienvenus. Nous avons déjà pris des dispositions pour que tante Carole vienne les chercher à midi. Ils pourront tout de même profiter de la journée. Nous veillerons à ce qu'ils passent un moment merveilleux et qu'ils aient plein de dindes et de desserts. Nous apprécions ta contribution financière à l'événement. C'est vraiment une bénédiction d'avoir une sœur si généreuse, et ton sacrifice garantit que les enfants passeront une journée parfaite. Merci de ta compréhension, Harper. Ma vision se brouilla. Les mots dansèrent sur l'écran, se réorganisant dans des combinaisons encore plus douloureuses. Je clignai des yeux, les forçant à redevenir nets, mon cerveau luttant pour assimiler une telle cruauté calculée. Je relus les lignes, chacune étant un nouveau coup de poignard de trahison. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Les mots étaient saupolis, stériles, comme si elle annulait un rendez-vous pour un café, et non comme si elle m'amputait de ma propre famille. Ta présence gâcherait la fête. Gâcherait. Moi, celle qui s'était usée à la tâche pour que cela se réalise. Mon existence même était un inconvénient. Certains parents ne se sentent pas à l'aise avec le fait que tu sois mère célibataire. Cette phrase me souleva le cœur. Après le départ de mon mari Marc, le soutien de ma famille avait été pour le moins tiède. Je me souvenais d'un commentaire d'un oncle lors d'un barbecue peu après le divorce. Tu n'as pas su le rendre heureux, hein, avait-il dit avec un rictus. Mes parents n'avaient rien dit, se contentant de détourner le regard. Maintenant, cette honte, qui n'avait jamais été mienne à porter, était utilisée comme motif officiel de mon exil. Noah et Grace sont toutefois absolument les bienvenus. C'était la partie la plus perverse. Ils voulaient les produits de ma vie, mes magnifiques enfants, débarrassés de ma présence déshonorante. Ils voulaient profiter d'enfants heureux et bien équilibrés sans reconnaître la mère célibataire qui les avait façonnés ainsi. Nous apprécions ta contribution financière. Le coup de grâce brutal. Merci pour l'argent, maintenant disparaît. L'air quitta mes poumons dans un souffle saccadé. Mes mains se mirent à trembler, faisant s'entrechoquer la tasse de thé et sa soucoupe. Ce n'était pas une simple exclusion. C'était un acte d'accusation formel. Un jugement sur ma vie, mes choix, tout mon être. Mon identité de mère célibataire, le rôle le plus difficile, le plus honorable et le plus gratifiant que j'ai jamais joué a été jugé comme une tache sur leur image familiale parfaite. Les larmes me montèrent aux yeux, brûlantes. But day didn't folle. Un sentiment différent commença à éclore dans ma poitrine. Une émotion que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une braise froide et dure de quelque chose d'autre. C'était de la rage. Mon téléphone vibra sur la table. Un SMS de Harper. Je regardais l'écran à travers un voile de larmes. As-tu bien reçu mon email? Je m'assure juste que tout est clair. Je fixai l'émoticône souriante. Un cercle jaune joyeux d'une condamnation absolue. Ce petit symbole, si inoffensif, si amical, était le symbole de son absence totale d'empathie. Elle croyait sincèrement être raisonnable, gentille même, en permettant à mes enfants d'assister à sa fête. Elle ne ressentait aucune culpabilité, aucun remords. Cette pensée me rendit physiquement malade. Je fermai l'email, puis l'ouvris à nouveau, relisant chaque ligne. Réputation de la famille, front uni, situation délicate. C'était un chef-d'œuvre d'agression passive, de jugement enrobé de sucre et de rejet total. Ma poitrine semblait toujours gelée, mais sous la glace, je sentais la pression monter. Quelque chose commençait à se fendre. Un frémissement interne silencieux qui annonçait le début d'un tremblement de terre. Je fixai l'écran lumineux pendant ce qui sembla une éternité. Le visage souriant envoyé par Harper se gravait dans ma rétine. La rage froide dans ma poitrine luttait avec un besoin désespéré, enfantin, de ma mère. Une partie de moi, celle qui se souvenait encore d'être une petite fille avec un genou écorché, croyait que ma maman pouvait régler cela. Elle serait horrifiée. Elle appellerait Harper et la gronderait.
Elle me dirait, bien sûr que tu viens, ma chérie. Ne sois pas ridicule. Tu es notre fille. C'était l'espoir, une bougie fragile et vacillante dans l'ouragan de mes émotions. Je saisis mon téléphone, mes doigts tremblant si fort que je dus composer son numéro à 2 reprises. Je répercutais les mots dans ma tête, « Maman, tu ne vas pas croire ce que Harper vient de faire. C'est horrible. Tu devais lui parler. J'avais juste besoin qu'elle soit ma mère, qu'elle se tienne à mes côtés, qu'elle me protège pour une fois, au lieu de me demander d'être celle qui protégeait les sentiments de tous les autres. » Elle répondit à la 2e sonnerie, sa voix exaspérante de gaieté, « Nathalie, comment vas-tu, ma chérie? Je pensais justement à toi. Es-tu excitée pour Thanksgiving? J'ai acheté un nouveau châle à porteur. C'est un magnifique cachemire. » La normalité stupéfiante de son ton, l'hypothèse joyeuse que tout était merveilleux agir comme une douche d'essence sur les braises de ma rage. La bougie vacillante de l'espoir s'éteignit. « Maman, comment sais-je » La voix serrée et ténue, une voix d'étrangère. « Est-ce que tu as vu l'email de Harper? Celui qu'elle vient de m'envoyer pour Thanksgiving. » Un instant de silence. Ce fut une pause brève, mais elle fut assez longue pour que chacun de mes espoirs meure d'une mort rapide et silencieuse. Puis un soupir. Un long soupir étiré qui en disait long. Ce n'était pas un soupir de sympathie, de choc ou même d'inquiétude pour moi. C'était un soupir d'exaspération totale. Le soupir qu'un parent pousse lorsqu'un tout petit est sur le point de faire une colère. C'était le soupir de quelqu'un qui était contrarié d'être dérangé par ma douleur. « Oui, Nathalie, je l'ai vu, dit-elle, sa voix baissant d'un ton, devenant plus méfiante, mais sérieuse. Nous en avons discuté. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds et accablants. Ils étaient un aveu. Ce n'était pas Harper agissant seul. C'était une conspiration. Ma propre mère, ma sœur. Elles s'étaient réunies, avaient pesé le pour et le contre, et avaient rendu leur verdict sur moi. Un front uni, en effet, contre moi. Discuter de quoi, maman, demandai-je, le tremblement de ma voix se libérant enfin. Du fait que je ne suis pas la bienvenue à Thanksgiving? Le Thanksgiving dont je paie absolument chaque centime. Les derniers mots sortirent comme un cri étouffé, et je détestais la faiblesse de ma voix. Un autre soupir, teinté d'impatience cette fois, « Nathalie, ne sois pas si dramatique. Il ne s'agit pas de savoir si tu es la bienvenue. Bien sûr que tu es la bienvenue dans notre famille. C'est une question d'image. Il s'agit de faire en sorte que la journée se passe bien pour tout le monde. » D'image, répétai-je, goûtant la noirceur amère de ce mot dans ma bouche. Ma propre mère me dit que ma vie, mes enfants, que je suis une mauvaise image pour une fête de famille. Je commençais à faire les 100 pas dans la petite cuisine, le téléphone serré contre mon oreille. Je me sentais prise au piège comme un animal en cage. Non, non, ma chérie. Tu déformes mes propos, dit-elle d'un ton apaisant, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de me gérer. Harper a tout expliqué très clairement. Certains de nos parents ont certaines attentes. Tu sais à quel point les apparences sont importantes dans notre famille. Et avec la venue des Smiths, eh bien, c'est une merveilleuse opportunité pour le mari de Harper, pour nous tous en réalité. Nous devons présenter un front uni et sain. Toi, étant mère célibataire, c'est juste. Eh bien, ce n'est pas exactement traditionnel, n'est-ce pas? Cela soulève des questions. Les gens pourraient jaser. Nous voulons simplement éviter tout désagrément. Les Smiths, bien sûr. La famille incroyablement riche, issue de la vieille bourgeoisie, que Harper cherchait désespérément à impressionner depuis des années. Monsieur Smith était associé dans un grand cabinet d'investissement où travaillait David, le mari de Harper. Ce n'était pas seulement un dîner de Thanksgiving. C'était un événement de réseautage à enjeux élevés déguisé en fête de famille. Et moi, Nathalie Cooper, la mère célibataire divorcée qui travaille, j'étais un boulet, une tache sur leur portrait soigneusement élaboré de succès et de tradition. Alors, je suis censé accepter cela, demandai-je, la voix réduite à un murmure. Je me laissai tomber sur une chaise de cuisine, mes jambes étant soudainement incapables de me soutenir. Je suis censé déposer mes enfants comme un colis, être reconnaissante que vous leur permettiez de venir, puis rentrer chez moi dans une maison vide le jour de Thanksgiving, tout cela parce que vous vous inquiétez de ce que les Smiths pourraient penser de moi? Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas d'histoire, supplia-t-elle,
sa voix trahissant maintenant un vif agacement. Le masque de l'inquiétude maternelle glissait. C'est pour un jour. Tu es toujours si forte. Tu peux gérer ça. Suis simplement le jugement de Harper sur ce coup-là. Elle a la tête sur les épaules. Elle sait comment protéger la réputation de la famille. C'est ton rôle, ma chérie. Endurer, passer au-dessus pour le bien de la famille. Pense à tes enfants. Ils passeront un moment charmant avec leurs cousins. Ne gâche pas cela pour eux en faisant une scène. C'est ton rôle d'endurer. Ces mots me frappèrent avec la force d'un coup physique. Une vie entière de souvenirs m'envahit à cet instant. Moi à 10 ans, donnant mon nouveau vélo à Harper parce qu'elle avait fait une crise de colère. Ma mère chuchotant, laisse-le lui, Nathalie. Tu es l'aînée. Endure. Moi à 16 ans, endossant la responsabilité lorsqu'Harper s'était faufilé dehors et avait accidentellement embouti la voiture. Mon père me disant, c'est mieux ainsi. Son dossier doit rester propre. Moi après mon divorce, pleurant sur le canapé de ma mère, m'entendant dire, eh bien, le mariage demande du travail. Il faut endurer les moments difficiles. Endurer. C'était toujours mon rôle. Endurer l'égoïsme de Harper. Endurer l'indifférence tranquille de mon père. Endurer les demandes constantes de ma mère pour que je sois la plus forte, la responsable, celle qui ne posait jamais de problème. Endurer la solitude, les sacrifices, le don constant sans jamais rien recevoir en retour. À ce moment-là, tout s'emboîta avec une clarté cristalline effrayante. Ce n'était pas seulement Harper qui se montrait cruel. C'était la doctrine familiale. C'était le fondement sur lequel toute ma vie avait été bâtie. Ma maman, avec sa voix douce et son silence complice. Mon père, avec son absence chronique d'opinion qui se traduisait toujours par un soutien silencieux au statu quo, ils étaient tous complices. Ma dignité, mes sentiments, mes années de soutien indéfectible ne signifiaient absolument rien face à leur confort et à leur ambition. J'étais une ressource, une commodité, quelqu'un qui réglait les problèmes, mais je n'étais pas un membre chéri de la cellule familiale. J'avais une fonction, et lorsque ma présence devenait gênante pour cette fonction, je devais être dissimulé. Un froid s'installa au plus profond de moi, si intense qu'il éteignit mes dernières larmes. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus dur, de plus tranchant, une prise de conscience si totale qu'elle m'en coupa le souffle. Ce n'était pas une simple trahison. C'était la confirmation finale et indéniable d'une vie entière de trahison. Mon cœur ne faisait pas seulement mal, j'ai eu l'impression qu'il se changeait en pierre. Il n'y avait aucun soutien à attendre. Personne ne venait à mon secours. J'étais totalement, complètement seul. Et dans ce moment terrifiant et désolé, je ressentis aussi le frémissement d'une force nouvelle. Une puissance tranquille et dangereuse. « Tu es là, Nathalie ?» demanda ma mère, la voix impatiente. « Ne sois pas difficile. » Je ne répondis pas. Je regardais simplement le téléphone dans ma main, l'écran qui affichait « Maman ». Et je sus, avec une certitude qui me glaça le sang, que la femme à l'autre bout du fil avait renoncé à ce titre. Quelque chose en moi se brisa. Ce ne fut pas une rupture bruyante et dramatique comme un barrage qui cède ou un cri qui déchire l'air. Ce fut silencieux, net et absolu, comme un fil vital unique dans une machine complexe, tendu à l'extrême pendant des années, qui lâche soudainement dans un cliquetis presque imperceptible. Pour la première fois de ma vie, face à leur cruauté désinvolte, je ne ressentis pas la montée familière des larmes, ni la sensation d'étouffement dans ma gorge qui accompagnait habituellement leur trahison. Au lieu de cela, un calme profond et déstabilisant m'envahit, une clarté glaciale qui me parut à la fois terrifiante et libératrice. Je regardais mon téléphone, affichant toujours les coordonnées de ma mère. Je ne raccrochais pas avec un claquement satisfaisant ou un flot de paroles colériques. Je baissais simplement, lentement et délibérément, le téléphone de mon oreille et appuyais sur le bouton rouge, coupant l'appel au milieu d'une phrase alors qu'elle me disait de ne pas être difficile. La ligne devint muette. La connexion était rompue, à plus d'un titre. Mes enfants dormaient dans leur lit, bienheureux et ignorants de la guerre qui venait d'être déclarée à leur mère. Je marchais doucement dans le couloir, les lattes du plancher grinçant doucement sous mes pas. J'entrebâillai la porte de Noah. Il était emmitouflé dans sa couverture de dinosaure usé, sa respiration n'étant qu'un léger sifflement dans la pièce tranquille. J'allai ensuite dans la chambre de Grace. Elle était entourée d'une pile de peluches,
le visage serein sous la douce lueur de sa veilleuse. Posée soigneusement sur une chaise se trouvait la robe de princesse rose pâle, sa jupe réparée et ses perles nouvellement cousues semblant miroiter dans la pénombre. Prête pour le grand jour. Le grand jour auquel j'étais désormais officiellement et irrévocablement indésirable. La vue de cette robe, témoignage de mon amour et de mon travail, aurait dû m'anéantir. Elle aurait dû me plonger dans une nouvelle vague de chagrin. Mais ce ne fut pas le cas. Elle solidifia la glace dans mes veines en quelque chose qui ressemblait à une colonne vertébrale d'acier. J'avais versé mon amour, mon temps et mes maigres ressources dans cette robe, dans tout cet événement pour eux. Et eux, Harper, ma mère, mon père avaient l'intention de s'approprier les fruits de mon amour tout en me rejetant comme une écorce inutile. Je retournai dans la cuisine, le linoléum frais et lisse sous mes pieds nus. La maison était totalement silencieuse, à l'exception du ronronnement bas et constant du réfrigérateur. Je restais là, au centre de la pièce, fixant le vide, laissant le silence occuper l'espace où la tempête habituelle de mes émotions aurait dû faire rage. Mais la tempête ne vint pas. Il n'y avait que ce calme froid, limpide et absolu. Je repris mon téléphone, non pas pour appeler, ni pour supplier, ni pour pleurer. Mes doigts, qui tremblaient de douleur et de rage quelques minutes plus tôt, étaient désormais stables. J'ouvris mon application de messagerie. Je retrouvai le message cruel de Harper, celui qui avait tracé ma honte et mon bannissement. Je le relus une fois de plus, laissant chaque mot s'imprégner, non pas pour la douleur qu'il causait, mais pour les informations qu'il contenait. Ce n'était plus un document de nature émotionnelle. C'était une preuve. Mes pouces s'activèrent sur le clavier. J'avais une douzaine de réponses furieuses et cinglantes prêtes dans ma tête. Des réponses qui détaillaient mes années de sacrifice, qui les dénonçaient pour leur hypocrisie. Qui criait ma douleur dans le vide numérique. J'en tapais une. Un long paragraphe détaillant chaque centime dépensé, chaque nuit blanche. Je la relus. Cela semblait faible. C'était une supplique pour qu'ils voient ma valeur. Et je sus, avec une certitude déchirante, qu'ils ne le feraient jamais. Supplier était ce qu'ils attendaient. Un éclat émotionnel serait rejeté comme une preuve de mon tempérament dramatique. Cela nourrirait leur version de l'histoire. Je supprimai tout le brouillon. Puis j'en écrivis un autre, simple, direct, dénué de l'émotion dont il se nourrissait. L'email disait, Harper, très bien. Si je ne suis pas la bienvenue, alors vous n'aurez pas de fête non plus. Nathalie. J'appuyai sur envoyer. Il n'y eut pas de sentiment de satisfaction immédiat, pas de joie triomphante, juste le clic tranquille et décisif d'une limite tracée, aussi nette et finale qu'un fil de fer barbelé. La transaction était terminée. Puis j'ouvris mon ordinateur portable. La lueur de l'écran éclaira mon visage dans la cuisine sombre, reflétant une résolution nouvelle dans mes yeux. Je n'étais plus une victime réagissant à la douleur. J'étais un agent qui passait à l'action. J'ouvris un nouvel onglet de navigation et commençai mon travail. Je commençai par parcourir mes relevés bancaires en ligne, mes confirmations par email, toute mon empreinte numérique des dernières semaines. Chaque transaction liée au somptueux Thanksgiving de Harper, absolument chaque transaction. D'abord, le Lakeview Lodge. Je trouvai l'email de confirmation pour la location de la salle. Je me rendis sur leur site web, me connectai au portail des événements avec les identifiants que l'on m'avait fournis. Ma réservation, payée en totalité, était toujours active. Je cliquai sur le bouton Annuler la réservation bien visible. Une boîte de dialogue apparut, demandant le motif de l'annulation. Je marquai un temps d'arrêt, puis tapai « Changement de plan en raison de circonstances familiales imprévues ». Ce n'était pas un mensonge. Ma situation familiale était en effet devenue très claire. L'email de confirmation de l'annulation arriva dans ma boîte de réception en quelques secondes. Une de réglée. Ensuite, la société de restauration, Élégant Édible. Je localisai leur facture, marquée comme payée. J'appelai leur service client disponible 24 heures sur 24. Un homme à la voix endormie répondit. J'expliquai la situation calmement et poliment, en lui donnant le numéro de réservation. Oui, madame. Je le vois ici. La politique d'annulation exige un préavis de 72 heures pour un remboursement partiel. Je jetai un œil à l'horloge. Il était un peu plus de minuit. Thanksgiving était dans moins de 72 heures. C'est très bien, dis-je, la voix égale.
Je n'ai pas besoin de remboursement. Annulez simplement le service. Il y eut un silence, puis le bruit de touches de clavier. D'accord, madame. Le service de traiteur pour la réception Cooper est annulé. 2 de réglé. Puis le trio de jazz, le photographe, le fleuriste. Chacun représentait un fil numérique distinct à démêler. Je les retrouvais méticuleusement un par un, envoyant des emails, laissant des messages vocaux, démantelant méthodiquement toute l'organisation. L'argent que j'avais versé pour les acomptes, une partie n'était pas remboursable, je m'en fichais. Le prix de ma liberté valait chaque centime perdu. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de récupérer ma dignité, un morceau après l'autre. Tandis que je travaillais, un autre souvenir refit surface, un SMS de Harper datant d'il y a quelques semaines. Sa voiture était tombée en panne, la transmission avait lâché, et elle s'était retrouvée bloquée. Elle m'avait appelé, en pleurs, hystérique. Elle m'avait supplié de lui prêter de l'argent pour couvrir les réparations, promettant de me rembourser le mois suivant. J'avais, bien sûr, transféré les fonds sans hésiter. C'était ma sœur. J'ouvris à nouveau mon application bancaire, guidé par une curiosité froide. Je me rendis dans mes paiements automatiques et elle était là, un paiement automatique configuré pour rembourser le prêt de voiture qu'elle avait, pour une raison obscure, contracté à mon nom des années auparavant parce que son dossier de crédit n'était pas assez bon. Ainsi qu'un virement récurrent pour couvrir sa facture de téléphone qui était sur mon forfait familial, et son abonnement à une salle de sport haut de gamme. Des sangsues financières discrètes qui me vidaient de mon sang goutte à goutte depuis des années. Mon doigt survola chacune d'elles. Désactiver, annuler, supprimer. Chaque clic était un acte chirurgical délibéré de désengagement. Un fil coupé. Un poids en moins. Il ne s'agissait plus seulement de la fête de Thanksgiving. Il s'agissait de démanteler chaque pièce de son système d'exploitation complexe et permanent de dépendance. Chaque manière dont elle m'avait systématiquement dépouillé, utilisé et exploité, le tout sous le couvert de la famille. La résolution tranquille dans la cuisine sombre se durcit en quelque chose d'incassable. Je n'annulais pas seulement une fête. J'annulais mon rôle de sauveuse perpétuelle, de puits de ressources inépuisables, de victime silencieuse et endurante. Et à ce moment-là, dans la lueur de mon écran d'ordinateur, je ressentis un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis très, très longtemps, le contrôle. Le pouvoir ne résidait pas dans les cris ou les disputes. Il résidait dans la suppression tranquille et méthodique de ma propre servitude. À 2 heures du matin, l'adrénaline qui avait alimenté ma campagne de cancellation commença à retomber, laissant un espace vide et résonnant derrière elle. La maison était d'un calme de mort. J'étais seul avec mes décisions, le silence amplifiant les battements frénétiques de mon propre cœur. Une vague de doute, froide et écœurante, m'envahit. C'était un sentiment ancien et familier. Le recul immédiat après un moment de préservation de soi. La voix profondément ancrée qui chuchotait, « Tu es allé trop loin. Tu as été égoïste. Tu as semé la pagaille. » Je vis le visage de Harper dans mon esprit. Non pas la sœur ricanante et manipulatrice du téléphone, mais la petite fille aux genoux écorchés qui me suivait dans le jardin, sa main serrant la mienne. Pendant un instant, ma résolution vacilla, et un sanglot de pure douleur et de confusion resta bloqué dans ma gorge. Puis, je regardai la liste des emails de confirmation alignés dans ma boîte de réception. Une suite de reçus numériques pour ma rébellion. Annulé, annulé, annulé. Chacun était le petit témoignage d'une limite enfin tracée. Ce n'était pas seulement une question de fête. Il s'agissait de toute une vie passée à être bousculée, dépouillée et sous-estimée. Il me peindrait en méchante. Je pouvais déjà entendre le récit prendre forme, Nathalie a fait une dépression. Nathalie est instable, vindicative, cruelle. Elle a gâché Thanksgiving par jalousie. Il déformerait la réalité jusqu'à me rendre méconnaissable, comme il l'avait toujours fait. Cette fois, je ne les laisserai pas faire. Cette fois, j'aurai la vérité par écrit. Un nouveau but s'imposa à moi. Une résolution froide et claire qui chassa les dernières ondes de doute et de chagrin. Je n'en avais pas fini. Annuler la fête était un acte de défense. Venait maintenant l'acte de préservation, la préservation de ma santé mentale et de ma vérité. J'ouvris un nouveau dossier sur mon bureau. Le curseur clignotait dans la boîte de dialogue vide. Je tapais son nom, preuve. Ce mot me parut puissant,
juridique, définitif. C'était un réceptacle, un conteneur qui allait transformer ma douleur d'une émotion désordonnée et subjective en une collection de faits froids et indiscutables. Ma première pièce à conviction fut l'email de Harper. Je le sauvegardai au format PDF, sa cruauté clinique désormais préservée. Je le parcourus avec un surligneur numérique, colorant les phrases clés d'un jaune vif accusateur. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Ta présence gâcherait la fête. Nous apprécions ta contribution financière. Le fait de voir ces mots isolés et mis en valeur renforçait la nature calculée de sa cruauté. Ce n'était pas un coup de tête ou une remarque irréfléchie. C'était un édit de bannissement prémédité, rédigé et approuvé par un comité composé de ma propre famille. Ensuite, j'entamai le processus minutieux de l'archéologie financière. Je me connectai à mon portail bancaire en ligne, l'écran brillant dans la cuisine sombre. Je commençai par cette année, mais une curiosité sombre et obsessionnelle me poussa à aller plus loin. Je commençai à remonter mois par mois, puis année par année. Cela avait commencé comme une recherche des dépenses de la fête, mais cela se transforma rapidement en une plongée profonde dans la dernière décennie de ma vie. Un audit de ma propre servitude. Je téléchargeai chaque relevé, chaque historique de transactions que je pus trouver. L'image qui en ressortit fut effrayante. C'était bien pire que ce que je m'étais jamais permis de croire. Il y avait les grandes choses dont je me souvenais. Les urgences financières qui semblaient toujours accabler Harper et mes parents, les $2000 pour son dépôt de garantie pour un appartement chic du centre-ville que je n'aurais jamais pu m'offrir, les $1500 pour réparer la transmission de sa voiture. Les $500 pour un traitement de canal en urgence. Mais ce furent les petites choses, le flot ininterrompu de minuscules coupures, la mort par 1000 virements et qui me sidérèrent véritablement. Je les organisai par catégorie, l'assistante juridique en moi reprenant le dessus, mettant de l'ordre dans le chaos de mon existence. Il y avait un dossier pour le mode de vie de Harper, $50 par-ci pour une sortie entre filles qu'elle ne pouvait pas se payer, $100 par-là pour une nouvelle robe pour un mariage, $200 pour des places de concert. Sa facture de téléphone portable chaque mois au cours des 6 dernières années eut une fuite silencieuse que j'avais cessé de remarquer depuis longtemps. Son abonnement à une salle de sport haut de gamme, ses primes d'assurance automobile. Le total représentait un chiffre si grand, si important qu'il me donna le vertige et me rendit physiquement malade. C'était l'apport pour une petite maison. C'était un fonds universitaire entièrement financé pour mes enfants. C'était une vie de sécurité financière que j'avais laissé filer un prêt à la fois pour financer son illusion d'une vie parfaite. À chaque nouvelle découverte, mes sentiments passèrent d'une blessure générale à une colère froide et analytique. Je commençai à croiser les dates des virements les plus importants avec les profils de Harper sur les réseaux sociaux, que j'avais masqués depuis longtemps mais jamais désabonnés. Ce fut un exercice écœurant. La semaine où je lui avais envoyé $2000 pour son loyer en retard, de l'argent que j'avais puisé dans mon épargne d'urgence, elle avait publié une série de photos sur papier glacé d'une retraite de bien-être dans un spa à la montagne. Parfois, il faut juste débrancher et recharger ses batteries. Béni par les soins personnels, disait la légende. Le mois où j'avais couvert son assurance auto, elle avait publié la photo d'un nouveau sac à main en cuir d'apparence très coûteuse, avec la légende « Faites-vous plaisir. Vous le méritez ». Elle ne se contentait pas de me prendre de l'argent. Elle se moquait de moi. Elle se servait de ma nature responsable et travailleuse comme d'une ligne de crédit personnel et sans intérêt, tout en se construisant une image de réussite indépendante et sans effort. Je me sentais idiote, complètement et absolument idiote. La honte de cette constatation brûlait plus fort que la trahison elle-même. Je créai un autre sous-dossier, parents. Il était plus petit, mais pas moins accablant. Les virements pour couvrir leurs impôts fonciers. L'argent pour la nouvelle série de clubs de golf de papa. Les fonds pour leur dîner d'anniversaire dans un restaurant que je ne pouvais pas m'offrir. Chaque transaction était accompagnée du souvenir d'un appel téléphonique, de la voix douce et désolée de ma mère. Je déteste te demander ça, Nathalie, mais nous sommes dans une impasse. Puis vint la partie la plus difficile. Les mots de ma mère lors de notre appel téléphonique, c'est ton rôle, ma chérie, d'endurer. Comment pouvais-je documenter un appel téléphonique? Comment prouver la manière désinvolte et destructrice dont elle avait balayé ma douleur et défini mon existence? Je ne pouvais pas l'enregistrer, mais je pouvais l'écrire. J'ouvris un document vierge, la page blanche me fixant. Je commençai à taper, mes doigts volant sur le clavier. Je rejouais la conversation dans ma tête,
encore et encore, jusqu'à entendre son ton, ses soupirs impatients, ses formulations apaisantes. J'écrivis toute la conversation du mieux que je pouvais m'en souvenir, le dialogue brut et accablant, sa fausse gaieté initiale, ses justifications sur l'image et sur les Smiths, sa terrible déclaration finale. Je tapais cette phrase et la centrais sur la page, en caractères gras, c'est ton rôle d'endurer. Je sauvegardais le document dans le dossier d'épreuve. Ce n'était pas un document juridique, mais c'était mon témoignage. C'était la vérité de mon expérience, et le fait de la placer aux côtés des relevés financiers et de l'email cruel de Harper lui donnait un poids qu'elle n'avait pas lorsqu'elle n'était qu'un souvenir douloureux et lancinant. C'était ma profession de foi de l'âme. Au moment où j'eus terminé, la première lueur gris pâle de l'aube commençait à se glisser par la fenêtre de la cuisine, éclairant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Le dossier d'épreuve sur mon bureau était désormais une archive complète de mon oppression. Il contenait des dizaines de fichiers, des PDF de relevés bancaires, des captures d'écran de SMS manipulateurs réclamant de l'argent, l'email de Harper avec ses phrases de rejet surlignées, et mon propre témoignage écrit. Il ne s'agissait plus seulement d'un Thanksgiving gâché. Il s'agissait de me réapproprier ma propre histoire, mon propre passé, ma propre dignité. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais. L'idée même de l'utiliser, de le montrer à qui que ce soit, était terrifiante. C'était l'option nucléaire. Mais le simple fait de l'avoir, de savoir qu'il était là, était une source d'immense pouvoir tranquille. C'était mon bouclier. C'était ma preuve. C'était la vérité, ordonnée et indiscutable. Je fermai l'ordinateur portable, la fatigue me frappant enfin de plein fouet. Mais alors que je me dirigeais vers ma chambre pour essayer de voler une heure de sommeil avant le réveil des enfants, je ne me sentais pas vaincue. Je me sentais prête. Le soleil se levait sur un jour nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à l'affronter. Je ne me réveillais pas au son strident de mon réveil, mais à celui de gloussements doux et complices provenant du salon. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, dessinant de longs rectangles dorés sur le sol. Pendant un instant bienheureux, j'oubliais. J'oubliais l'email, l'appel téléphonique, les annulations, le dossier rempli de preuves. Ma première pensée fut un sursaut de pure panique, celle qui caractérisait mes fêtes depuis des années. Oh mon Dieu, nous sommes en retard. Nous devons nous préparer pour la fête. Je dois repasser leurs vêtements, préparer le sac, m'assurer que nous ne sommes pas les derniers à arriver. Puis tout me revint en mémoire, non pas comme une vague de douleur, mais comme une réalité tranquille et stabilisante. Le calme glacial de la nuit précédente m'envahit à nouveau. Il n'y avait pas de fête à laquelle courir. Il n'y avait pas d'autre horaire à respecter que le nôtre. Il n'y avait personne à satisfaire, aucune représentation à mettre en scène. Il n'y avait que cette journée, ici avec eux. Je sortis de mon lit et me dirigeai vers le salon pour y trouver Noah et Grace, déjà habillés, chuchotant ensemble dans un coin. Noah portait sa nouvelle chemise avec le dindon de dessin animé. Grace était déjà dans sa robe de princesse rose pâle, sa jupe réparée et son corsage perlé étant magnifiques dans la lumière du matin. Elle tournait sur elle-même devant le téléviseur, observant son reflet sur l'écran sombre. « Maman, tu es réveillée » gazouilla-t-elle, le visage rayonnant d'une excitation pure et simple. « Est-ce que c'est l'heure d'aller à la grande fête? Est-ce que tante Carole vient bientôt nous chercher ?» Mon cœur eut un pincement douloureux et prévisible. C'était le moment que j'avais redouté, la seule variable que je ne pouvais pas contrôler, leur déception. Je m'approchai et m'agenouillai devant elle, lissant le tulle de sa jupe, mes doigts suivant les points de couture presque invisibles que j'avais fait avec tant d'amour. « Salut, ma puce » dis-je d'une voix douce mais ferme. Il y a eu un petit changement de programme. La grande fête au bord du lac est annulée. Son visage s'affaissa instantanément, sa lèvre inférieure commençant à trembler. Ses grands yeux brillants se remplirent de larmes. « Annulé » murmura-t-elle, ce mot étant un drame miniature. « But my dress ?»« Je sais, mon cœur » dis-je en la serrant contre moi. Noah s'approcha, le visage sérieux, et lui tapota le dos. « Mais » ajoutai-je rapidement avant que les larmes ne se mettent vraiment à couler, « ce n'est pas grave, parce que nous allons faire notre propre fête de Thanksgiving super spéciale et secrète, ici à la maison, juste nous trois. C'est une fête VIP. » L'intérêt de Noah fut piqué. « C'est quoi VIP ?»« Ça veut dire very important people » expliquai-je, regardant tour à tour son visage sérieux et celui de Grace baigné de larmes. « And today,
It means very important princess and noble knight only. No grown UPS allowed except for me, and I'm just the cook. Grace réfléchit à cela, la tête penchée. Une fête de princesse secrète, demanda-t-elle, une note d'espoir réapparaissant dans sa voix. La plus secrète, la plus spéciale de tout l'univers, confirmai-je d'un hochement de tête solennel. Et à cette fête, nous créons nos propres règles. La première règle de la fête de Thanksgiving VIP est que nous pouvons manger le dessert en premier si nous le voulons. Cela scella l'accord. Les larmes de Grace s'évanouirent comme par enchantement, remplacées par un soupir de pure joie. La crise était évitée. Le reste de la matinée fut un mélange de chaos paisible et joyeux. Au lieu de courir dans tous les sens en donnant des ordres pour trouver des chaussettes assorties et des chaussures habillées, nous mîmes de la musique et préparâmes des crêpes, en y ajoutant de la crème chantilly et des pépites de chocolat parce que c'était une fête VIP. Et que c'étaient les règles. Nous construisîmes une cabane géante avec les coussins du canapé et des couvertures, en y tendant des guirlandes de Noël à l'intérieur pour rendre l'endroit magique. Nous nous installâmes à l'intérieur avec une lampe de poche, lisant des histoires, nos voix résonnant dans notre château douillet fait maison. Il n'y avait aucun stress, aucune tension sous-jacente, pas besoin de marcher sur des œufs pour apaiser les humeurs changeantes de ma famille élargie. Il n'y avait que des rires, sincères et libres. Le son de ces rires remplissait mon petit appartement, chassant les fantômes de la nuit précédente. Vers midi, alors que j'assaisonnais un petit poulet à notre festin de Thanksgiving, bien plus humble mais infiniment plus significatif, je m'autorisais à imaginer la scène chez Harper. L'énergie frénétique, le glamour de façade. Harper dans sa nouvelle robe à $200 s'en prenant à son mari David pour qu'il ajuste sa cravate. Ma mère s'affairant autour de mon père pour s'assurer que son costume était parfaitement repassé. Je pouvais presque entendre le bavardage tendu et aigu, l'anxiété constante qui planait toujours sous la surface de nos réunions de famille. Cette pensée, qui m'aurait autrefois rempli d'un sentiment de manque et d'exclusion, ne m'inspirait plus qu'un profond soulagement. Nous prîmes notre repas de Thanksgiving au milieu de l'après-midi sur notre petite table de cuisine, que nous avions décorée avec des dindons en papier cartonné fabriqués par les enfants. J'avais fait rôtir le poulet, préparé une purée de pommes de terre maison et ouvert une boîte de sauce au canneberge. Noah et Grace m'avaient aidé à faire une tarte à la citrouille, une entreprise désordonnée mais joyeuse qui avait laissé de la farine sur toutes les surfaces de la cuisine. Ce n'était pas le Lakeview Lodge. Il n'y avait pas de trio de jazz, pas de photographe, pas de serveurs obséquieux. Mais en regardant les visages de mes enfants, éclairés par le soleil de l'après-midi, je ressentis un sentiment de contentement si profond qu'il me tira presque des larmes. Grace avait de la purée sur la joue, et Noah construisait soigneusement un mur autour de son poulet avec ses haricots verts. C'était cela, la réalité. C'était cela, la famille. Ce n'était pas une représentation pour le bénéfice des Smiths. C'était juste nous. À mesure que l'après-midi avançait, une étrange sensation d'attente tranquille commença à monter en moi. Je savais ce qui allait se passer. Je jetai un coup d'œil alors sur mon téléphone, 15 heures, l'heure à laquelle la réservation était prévue. Je les imaginais arrivant au pavillon dans la berline lustrée de mon père, les feuilles d'automne crissant sous les pneus. Harper entrant dans le hall comme si l'endroit lui appartenait, en hôtesse gracieuse prête à recevoir ses admirateurs et, plus important encore, à impressionner les Smiths, qui arrivaient probablement dans leur propre voiture bien plus coûteuse. Je l'imaginais s'approchant du comptoir d'accueil, un sourire charmant et rodé aux lèvres, réservation pour Cooper. Groupe de 20 personnes. Je pouvais voir l'hôtesse, une jeune femme, pianotée sur son écran, la confusion polie peinte sur son visage, je suis désolé, je ne semble pas avoir de réservation à ce nom. Le sourire de Harper se crisperait, une lueur d'agacement dans les yeux, c'est peut-être au nom de Harrington pour Thanksgiving. C'est un grand groupe dans la salle à manger principale. Nouveau pianotage, sourcils froncés, non, madame. Je n'ai aucune réservation de grand groupe pour aujourd'hui. Notre salle à manger principale est fermée pour un événement privé. La prise de conscience horrifiée. Les chuchotements frénétiques entre Harper et ma mère. Le silence hébété de mon père. Les autres clients dans l'élégant hall se retournant pour observer le tumulte. M et Madame Smith se tenant près de la porte, leurs expressions passant d'un intérêt poli à un embarras visible. Le caractère public de l'échec. L'humiliation totale, indéniable. C'était une scène que je pouvais me rejouer dans la tête avec une clarté parfaite. Dans mon appartement, il n'y avait aucun drame.
La fête VIP touchait à sa fin. Nous étions blottis sur le canapé, enveloppés dans une couverture, regardant un film, les restes de notre tarte à la citrouille posés sur des assiettes sur la table basse. Mes enfants, au chaud et endormis, étaient blottis contre moi. Grace, toujours dans sa robe de princesse, dormait déjà, la tête sur mes genoux. Noah luttait contre le sommeil, ses paupières s'abaissant au fil des minutes. La paix dans cette pièce était absolue, une chose tangible que je pouvais presque tenir entre mes mains. J'avais choisi cela. J'avais choisi le contentement tranquille plutôt que leur acceptation chaotique et conditionnelle. Et alors que j'étais assise là, dans le cocon chaleureux et protecteur de mon foyer, je sus sans l'ombre d'un doute que j'avais fait le bon choix. La tempête arrivait, je le savais. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. J'étais prête. La paix fut brisée à 17h47 précise. Ce ne fut pas un coup poli. Ce fut un martèlement furieux et frénétique contre la porte. Une série de coups rapides qui firent trembler les cadres bon marché suspendus à mes murs et provoquaient un sursaut d'alarme en moi. Les enfants, que je venais d'installer dans leur lit pour une nuit précoce, se mirent tous deux à pleurer de peur. Une vague de colère protectrice pure et instinctive m'envahit. C'était ma maison, mon sanctuaire, le seul endroit au monde où mes enfants se sentaient en sécurité, et elle osait apporter sa tempête ici. Je pris une profonde inspiration pour me calmer, mon assurance de tout à l'heure se durcissant en quelque chose de plus résistant, de plus redoutable. Je m'approchai de la porte et regardai par l'œilleton. C'était Harper, comme je m'y attendais, mais elle offrait une caricature terrifiante de son image habituelle. Son visage était un masque de rage déformé, son maquillage coûteux gâché par les larmes, dessinant des motifs grotesques sur sa peau. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés, comme si elle se les était arrachés par poignées. Derrière elle, l'air tout aussi furieux et profondément perturbé, se tenait son mari David, ma mère et mon père. Mon peloton d'exécution était arrivé. Je pris un moment pour me composer, puis j'ouvris la porte, mais seulement autant que la chaîne de sécurité le permettait. Je ne les invitais pas à entrer. Je me tenais dans l'étroit interstice, sentinelle silencieuse et immobile. « Comment as-tu pu » hurla Harper, la voix rauque et éraillée, un son que je ne lui avais jamais entendu émettre. Elle se jeta contre la porte, la faisant trembler contre la chaîne. « Comment as-tu pu nous faire ça ? À ta propre famille ? Tu as tout gâché. » « Tout gâché ? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, dis-je, la voix dangereusement calme, presque monotone. C'était un mensonge, bien sûr, mais un mensonge nécessaire. Je ne lui donnerai pas la satisfaction d'un aveu. Je la forcerai à le verbaliser. Ne me mens pas, hurla-t-elle, sa voix se brisant dans l'hystérie. Le Lakeview Lodge, le traiteur, le photographe. Tu as tout annulé. Nous étions là, debout dans le hall, devant tout le monde. Les Smiths nous ont vus. Ils ont vu toute cette scène dégoûtante. Ce fut le moment le plus humiliant de toute ma vie. Derrière elle, ma maman trouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât d'un mélange de colère et d'apitoiement sur elle-même. « Nathalie, ce n'est pas toi. C'est une chose cruelle, vindicative et haineuse à faire. Ton père est hors de lui. Tu aurais pu lui provoquer une crise cardiaque. » Mon père, comme à son habitude, ne dit rien. Il se tenait là, le visage sombre et blême, son silence valant approbation de sa femme et de sa fille préférée. Son silence avait toujours été son arme de choix, une approbation passive de leur cruauté qui lui permettait de préserver sa propre dénégation. « Tu as déshonoré notre famille », intervint David, faisant un pas en avant, sa voix suintant d'un venin condescendant qui était d'une certaine manière plus exaspérant que l'hystérie de Harper. « Après tout ce que nous faisons pour toi, après tout le soutien que nous t'apportons. » C'était la réplique de trop, celle qui coupa le dernier fil microscopique d'obligation familiale que j'aurais pu encore ressentir. Tout ce qu'ils font pour moi. L'audace insensée de ce retournement de situation. D'un geste lent et délibéré, je décrochai la chaîne et ouvris la porte en grand. Ce n'était pas une invitation. C'était un défi. « Entrez », dis-je, la voix comme de la glace. Je reculai, et ils pénétrèrent dans mon petit salon propre, apportant avec eux l'odeur de leur suffisance et de leur fureur. Ils regardèrent autour d'eux, mon humble appartement, les restes de la cabane en couverture des enfants, les meubles d'occasion, avec un mépris non dissimulé. C'était la maison d'une ratée, et ma défaillance venait de leur voler la vedette.
Harper reprit immédiatement sa tirade, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es folle? C'était pour les enfants. C'était pour la famille. Tu ne penses qu'à toi. Tu es une personne égoïste, misérable, et c'est pour ça que tu es seule. C'est pour ça que Mark t'a quitté. L'attaque personnelle, celle qu'il gardait toujours pour le moment où il perdait pied, ricocha sur l'armure que je m'étais inconsciemment forgée tout au long de la journée. Je la laissais hurler. Je la laissais s'épuiser, ses mots glissant sur moi, n'ayant plus le pouvoir de me blesser. Il n'était plus que du bruit à présent. La crise de colère insignifiante d'une enfant gâtée à qui l'on avait enfin dit non. Lorsqu'elle s'arrêta enfin pour reprendre son souffle, la poitrine haletante, je pris la parole. Tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue, dis-je, la voix basse et ferme, coupant le silence tendu de la pièce. Tu as écrit dans un email que ma présence gâcherait la fête. Alors, je vous ai rendu service. J'ai retiré ma présence. Et comme ma présence, mon travail et mon argent étaient les seules choses qui payaient la fête, je les ai retirés également. C'est très simple, en réalité. Cause et effet. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. S'écria ma mère, ses mains s'agitant contre sa poitrine. Tu devais endurer cela pour le bien de la famille. Tu devais te montrer plus raisonnable. C'était encore là, la doctrine familiale. Je regardais leurs 3 visages, crispés par une rage qui ne venait pas de la blessure mais de l'inconvénient, du déraillement de leur plan parfait, et je ne ressentis plus qu'une pitié profonde et lasse. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient qu'un outil qui avait soudainement refusé de fonctionner comme prévu. Non, dis-je, ce mot étant clair et définitif comme le coup de marteau d'un juge. Mon temps d'endurance est révolu. Alors que Harper ouvrait la bouche pour hurler de plus belle, je levai la main. Attendez, dis-je. Je me tournai et me dirigeai vers le comptoir de la cuisine où mon ordinateur portable était resté ouvert. Il attendait là depuis le matin. Je cliquai une fois sur la souris, réveillant l'écran. Qu'est-ce que tu fais maintenant, ricana David. Tu appelles la police pour te plaindre que nous te harcelons? Non, dis-je sans le regarder. Je partage, tout simplement. Je regardais Harper, puis ma mère, puis mon père. Je voulais qu'ils voient cela. Je voulais qu'ils comprennent ce qui se passait. J'affichais le brouillon de l'email que j'avais préparé des heures auparavant. L'objet disait « La vérité sur Thanksgiving ». En pièce jointe se trouvait le dossier unique et puissant, preuve. La liste des destinataires était longue, un inventaire de toute notre famille élargie, tantes, oncles, cousins, et même quelques vieux amis de la famille. Tous ceux à qui l'on avait raconté une histoire sur moi, sur ma vie, sur ma personnalité. Je regardais Harper, ses yeux s'écarquillant sous l'effet d'une terreur naissante et confuse. Tu t'inquiétais tellement pour la réputation de la famille, dis-je doucement, ma voix résonnant dans la pièce. Je veux juste m'assurer que tout le monde dispose des informations correctes pour se faire une opinion. Et puis, d'un dernier clic délibéré, j'appuyai sur envoyer. L'effet fut instantané, et pourtant il se déroula comme dans un ralenti surréaliste. Un moment de silence, lourd de confusion. Puis, le premier téléphone vibra. C'était celui de ma mère. Elle le chercha maladroitement dans son sac à main, les mains tremblantes. Puis, le téléphone de David vibra, un son métallique sec. Puis celui de Harper. Harper fixa son écran, son visage devenant d'une pâleur spectrale. Je pouvais voir l'aperçu de l'email depuis l'autre bout de la pièce. Elle fit défiler l'écran, son pouce bougeant de manière frénétique, sa respiration devenant courte et saccadée. J'observais son visage à mesure qu'elle découvrait les fichiers joints. Lorsqu'elle réalisa ce que j'avais fait, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Ma mère lisait, la main sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur en découvrant ses propres mots. C'est ton rôle, ma chérie, d'endurer, saisis noir sur blanc pour que le monde entier les voie. Puis les messages commencèrent à arriver. Une notification de SMS éclaira l'écran de Harper. C'était de notre cousine Sarah, celle qui avait pris l'avion depuis la Californie. Harper, c'est quoi ce délire? Tu as vraiment fait ça à Nathalie? Après qu'elle a payé mon billet. Un autre signal sonore. Tante Carole, je suis tellement déçu par ton comportement. Ta sœur n'a rien fait d'autre que te soutenir depuis des années. Ne m'appelle pas, d'autres bips successifs retentirent. Son téléphone se mit à vibrer sans interruption,
un flot incessant de jugement de la part des personnes même dont elle chérissait l'opinion par-dessus tout. Son empire de mensonges, si soigneusement construit sur des années de manipulation et ma complicité silencieuse, s'effondrait en temps réel, sous mes yeux, dans mon salon. La honte qu'elle avait tenté de projeter sur moi lui revenait en pleine figure, un raz-de-marée auquel elle ne pouvait échapper. Ils étaient venus chez moi pour m'humilier, pour me remettre à ma place, mais c'était eux qui se faisaient démanteler pièce par la vérité simple et incontestable. Ils partirent non pas avec fracas, mais dans un gémissement. L'indignation furieuse et bien pensante s'était évaporée, remplacée par un nuage de honte épais et étouffant. Mon père, pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, me regarda directement, ses yeux exprimant un sentiment que je ne pus tout à fait décoder. Était-ce de la honte, de la confusion, du regret? Avant qu'il ne se détourne sans un mot et ne passe la porte. Ma mère le suivit, le visage pâle et défait, refusant de croiser mon regard. David saisit le bras de Harper, la tirant vers la sortie, le visage figé dans une colère froide. « Tu nous as ruinés », lui jeta-t-il à voix basse. Ces mots lui étaient destinés, mais ils étaient assez forts pour que je les entende. C'était la première chose honnête qu'il disait de la soirée. Harper se contenta de trébucher derrière lui, son téléphone vibrant toujours sans relâche dans sa main, comme un phare diffusant sa propre destruction. Le silence qu'ils laissèrent derrière eux fut la paix la plus profonde que j'ai jamais connue. Je fermai la porte, la verrouillai et appuyai mon front contre le bois frais, mes jambes se dérobant enfin. C'était fini. La guerre que je n'avais même pas réalisé avoir menée toute ma vie était enfin, définitivement terminée. Les répercussions ne furent pas immédiates, mais elles furent totales. Ce fut une démolition lente et progressive de la vie qu'ils avaient construite sur le fondement de mes sacrifices. J'en appris les détails par morceaux au cours des semaines et des mois qui suivirent, grâce aux appels téléphoniques discrets et compatissants de tante Carole et de quelques cousins qui m'avaient contacté pour m'apporter leur soutien. L'email contenant les preuves avait explosé au milieu de notre famille élargie, et les éclats avaient touché tous les destinataires. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune possibilité pour eux de déformer la réalité. Les relevés bancaires, les captures d'écran, les propres mots de Harper, tout y était. L'univers de Harper s'effondra en premier, et de manière spectaculaire. Son mari, David, dont les ambitions professionnelles étaient inextricablement liées à son statut social et à ses relations familiales, ne put supporter l'humiliation publique. Les Smiths furent apparemment horrifiés par l'histoire et prirent rapidement et discrètement leur distance avec lui au travail. Une promotion sur laquelle il comptait s'évanouit. En l'espace d'un mois, il avait fait ses valises et quitté Harper, demandant le divorce. Il ne la considérait plus comme une partenaire, mais comme un handicap qui lui avait coûté cher. Sa présence soigneusement orchestrée sur les réseaux sociaux implosa. Quelqu'un, probablement un cousin mécontent, fit fuiter l'histoire sur un forum de commérage en ligne local. L'histoire de la sœur cruelle et du Thanksgiving annulé devint un petit scandale local. Ses abonnés, ce public dont elle convoitait l'adoration, se retournèrent contre elle, laissant des commentaires haineux la qualifiant de parasite, de narcissique et de manipulatrice. Elle supprima ses comptes, sa carrière d'influenceuse s'évanouissant du jour au lendemain. La voiture, celle pour laquelle le prêt était à mon nom et que j'avais cessé de payer, fut saisie quelques semaines plus tard. En l'espace de quelques mois, elle avait perdu tout ce qui avait de la valeur à ses yeux, son mari, son statut social, son public, sa voiture. Mes parents ne furent pas épargnés. Ils devinrent des parias sociaux dans leur propre communauté. Leurs amis, dont beaucoup étaient également apparentés à nous ou l'étaient depuis des décennies, les regardèrent différemment. Ils furent boudés à l'église. Leurs invitations habituelles à dîner se tarirent. Tante Carole me raconta un incident particulièrement douloureux au cours duquel ma mère avait tenté de se défendre lors d'une réunion de famille, pour n'être accueillie que par un silence glacial. Ils n'étaient plus considérés comme les chefs respectables d'une famille parfaite, mais comme les parents cruels et complices qui avaient encouragé l'avidité d'une fille et banni l'autre. Ils étaient enfermés dans une prison qu'ils avaient eux-mêmes construite, forcés de vivre avec la réputation même qu'ils avaient si désespérément, et à un coût si élevé pour moi, tenté de protéger. En entendant ces histoires, j'attendis de ressentir une vague de satisfaction triomphante, la joie de voir mes bourreaux recevoir ce qu'ils méritaient. Je me préparais à éprouver un sentiment de victoire, mais il ne vint jamais. Il y avait un sentiment de validation, une confirmation tranquille que j'avais eu raison, que l'injustice était réelle et non pas seulement dans ma tête. Mais regarder leur vie se défaire ne m'apportait aucune joie. C'était simplement triste.
C'était une victoire vide. Voir Harper, ma sœur, si complètement brisée, ressemblait moins à de la justice qu'à une tragédie. Je réalisais alors que mon but n'avait jamais été leur destruction. Mon but avait été ma propre libération. Leur chute n'était que le produit indirect du fait que je m'étais enfin sauvé moi-même. Cette prise de conscience fut le début d'un type de guérison différent, plus profond. Elle me conduisit au véritable sens du pardon. Le pardon, pour moi, n'était pas une question de réconciliation. Il ne s'agissait pas d'appeler ma mère pour lui dire que ce n'était rien, ce ne serait jamais rien. Le pardon n'était pas pour eux. C'était pour moi. C'était l'acte conscient et quotidien de laisser aller la colère et l'amertume qui avaient habité mon cœur pendant si longtemps. C'était choisir de cesser de porter le poids de leurs erreurs, un fardeau invisible qui m'avait ralenti toute ma vie. Le pardon, c'était la distance. C'était l'acte tranquille et délibéré de fermer une porte et de choisir de ne pas regarder en arrière. Non pas par rancune, mais par un besoin de paix. J'ai donc commencé à construire une vie nouvelle dans le grand espace libre que j'avais dégagé. Mon monde devint plus petit, mais infiniment plus riche. Mon attention se concentra sur les deux petits êtres qui avaient toujours été mes repères. Nous créâmes de nouvelles traditions, de petits rituels qui n'appartenaient qu'à nous. Les vendredis cabanes, où nous mangions de la pizza et regardions des films dans notre fort en couverture. Les samedis crêpes, où nous expérimentions de nouvelles garnitures et mettions un joyeux bazar dans la cuisine. Nous préparions des biscuits. Nous allions au parc. Nous lisions des piles de livres de la bibliothèque. Je n'étais plus seulement celle qui subvenait à leurs besoins et les protégeait, j'étais présente, pleinement et entièrement, l'esprit libéré du stress et des drames constants de ma famille élargie. J'étais simplement leur maman. Je renouais avec de vieilles amies, des femmes de qui je m'étais éloigné parce que j'étais toujours trop occupé à éteindre les incendies pour ma famille. Nous nous retrouvions autour d'un café et je parlais, pour la première fois. Je dis toute la vérité, et leur validation ainsi que leur soutien furent un baume apaisant sur d'anciennes blessures. Elle voyait cette dynamique depuis des années, me dirent-elles, mais n'avait pas su comment aborder le sujet. Leur amitié était un cadeau d'échange réciproque que je m'étais refusé pendant trop longtemps. J'ouvris un nouveau compte d'épargne, modeste au début. Je l'appelais Notre Avenir. Chaque semaine, j'y déposais une petite somme. L'argent qui servait autrefois à payer la facture de téléphone de Harper, son abonnement à la salle de sport, ses urgences incessantes et inventées. Voir ce solde augmenter, même lentement, était plus satisfaisant que n'importe quelle fête somptueuse. C'était réel. C'était à moi. C'était pour nous. Un soir, environ 6 mois plus tard, mon téléphone sonna. L'affichage indiquait « Maman ». Mon cœur fit un bond sous l'effet d'une douleur familière, un vestige de mes anciennes obligations. Je fixai l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton vert. 1000 vieux instincts forgés au cours de mes 38 ans d'existence me disaient de répondre. D'être la fille dévouée, de voir ce qu'elle voulait, d'absorber sa tristesse. Mais je regardais de l'autre côté du salon, là où Noah et Grace riaient, construisant ensemble une nouvelle tour de blocs bien plus solide, et je sus que mon rôle de fille pour elle, celui d'endurer indéfiniment, était terminé. Mon rôle de mère pour eux, en tant que créatrice de ma propre famille paisible et aimante, était tout ce qui importait. J'appuyai sur le bouton rouge, refusant l'appel, et je me sentis, pour la première fois, véritablement et complètement libre. Ce Thanksgiving-là, j'ai appris la vérité. Le sang ne fait pas la famille. Le respect, la bienveillance et un soutien indéfectible le font. J'ai construit ma propre famille sur un fondement d'amour, non d'obligation. Mes enfants s'épanouissent, non pas grâce à des fêtes somptueuses, mais parce qu'ils sont entourés d'une paix véritable et d'un amour inconditionnel chaque jour. Si vous avez déjà été rabaissé, exclu ou traité comme invisible par les personnes même qui auraient dû vous protéger, rappelez-vous ceci, vous avez le pouvoir de tracer vos propres limites. Vous avez le droit de choisir la paix. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire.